Petite précision avant de commencer, il y a deux termes que j'aimerais expliquer. L'immigré décrit une expérience de migration. Il s'agit d'une personne née à l'étranger voulant s'installer dans un pays d'accueil. Toutefois, même si cette personne obtient la nationalité, elle garde le terme d'immigré. Un étranger, c'est la même chose, sauf que la personne n'a pas la nationalité du pays d'accueil, et ce n'est évidemment pas une forme de migration. Donc en gros, quand un immigré arrive en France, il devient un étranger, et quand il reçoit la nationalité française, il devient donc un citoyen français, mais retrouve le terme d'immigré. Donc en gros, un immigré, ça peut autant être un clandestin, un étranger, un migrant, tout comme un étranger peut être un immigré, un clandestin, un migrant. Bon, c'est hyper flou, c'est de la merde. Les tensions sociales montent en France, de plus en plus de faits divers, l'insécurité augmente. Certains pensent que les migrants font monter cette insécurité, d'autres pensent que ce sont les racistes et les xénophobes. Certaines personnes pensent que la migration est une chance, d'autres pensent que c'est un fléau. Mais tout d'abord, on va repartir à un moment clé de ce sujet, l'entre-deux-guerres. Entre 1918 et 1939, les immigrés travailleurs de cette époque étaient majoritairement européens et la plupart étaient des Espagnols, Portugais, Italiens, Belges et Polonais. Cette situation profitait autant à la France qu'aux ménages étrangers, car leur pays a été touché par les effets secondaires de la Grande Guerre, une économie a été déstabilisée, il n'y avait plus assez de travail et la Grande Dépression de 1929 ont accentué ce flux migratoire. L'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale attire de nouveaux flux migratoires, notamment au Maghreb, pour des raisons économiques. Outre les raisons économiques, il y a aussi des conflits internes qui se trouvent dans certains pays. Il y a notamment les Espagnols qui fuient le franquisme et la guerre civile, les Italiens qui fuient la dictature mussolinienne, ou des ressortissants d'Asie du Sud-Est qui fuient la guerre du Vietnam, ainsi que les crises politiques des pays avoisinants. Bref, c'est comme ça qu'au fil du temps, la France s'est retrouvée avec plusieurs nationalités différentes, venant des quatre coins du monde. La France a désormais une communauté arabo-musulmane, occidentale, asiatique et africaine sur son sol. En 2023, la France se retrouve donc avec 7,3 millions d'immigrés, ce qui représente 10,7% de la population totale. Cependant, un système de méfiance se fait ressentir envers la communauté maghrébine ou africaine. Cette affinité s'est probablement construite autour des différentes attaques terroristes islamiques qui a commencé entre 1980 et 90 avec une série d'attentats faits par un groupe d'Algériens, ce qui a provoqué 8 morts et plus de 100 blessés. En 2012, Mohamed Merah tue 3 soldats français, puis 3 gosses, parce que pourquoi pas, et un enseignant d'une école juive. 7 janvier 2015, c'est l'attentat de Charlie Hebdo qui fait 12 morts. Toujours en 2015, l'attentat du Bataclan qui fait 130 victimes. En 2016, un camion fonce dans une foule en plein 14 juillet à Nice, ce qui fait 86 morts et 400 blessés environ. Bon, je peux continuer longtemps comme ça, puisque jusqu'à aujourd'hui, on compte une 50aine d'attentats, ce qui fait de la France le pays qui a subi le plus d'attentats islamiques parmi tous les pays européens. On peut aussi parler des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui sont pour la plupart des Maghrébins. Je rappelle que pour avoir ce statut, il faut être un clandestin ou un délinquant / criminel étranger. Étant donné que les Algériens et les Marocains immigrés sont très nombreux, la probabilité de trouver des OQTF est par conséquent plus élevée. Ça n'empêche pas tout de même de relever certaines choses. Comme par exemple le Maroc qui visiblement a de meilleurs résultats que l'Algérie. Pour seulement une différence de 40 000 personnes, le Maroc a plus de 50% d'OQTF en moins par rapport à l'Algérie. Bon après, il y en a certains qui sont juste là pour impressionner, puisqu'il y en a qui viennent en France pour se retrouver à 90% d'entre eux avec une obligation de quitter le territoire. Mais on peut prendre par exemple des profils exemplaires, comme la Turquie, où seulement 3% d'entre eux
ont le statut d'OQTF. En réalité, la plupart des Algériens se tiennent bien, puisqu'ils ont un faible pourcentage de 7% par rapport au nombre total d'immigrés DZ. Malgré tout, l'Algérie a tout de même le nombre d'OQTF le plus élevé parmi tous les immigrés en France. Il y a un autre sujet que peu de gens relèvent, c'est que parmi les 5,6 millions d'étrangers en France, certains sont dans la rue et d'autres sont dans un logement collectif. Mais comment font-ils pour vivre sans travailler et donc sans argent? Leur choix étant très limité, ils sont obligés de travailler au noir, mais cette solution est beaucoup trop instable pour pouvoir en vivre. Malgré tout, une alternative plus alléchante s'offre à eux, les réseaux de drogue. Alors je doute fortement que ces immigrés vont d'eux-mêmes proposer leurs services à des trafiquants de drogue, mais je pense que c'est surtout le contraire, puisque les immigrés sont souvent relâchés par les forces de l'ordre quand ils sont pris en flagrant délit. Je m'explique. Si un étranger se fait attraper par la police, il deviendra un OQTF, et les expulser du territoire revient très cher, environ 30 000 € par OQTF. De plus, cela peut échouer au dernier moment. Si la personne crie dans l'avion, le pilote peut décider d'annuler le vol. Un simple refus d'un test PCR ou refuser le rendez-vous avec le consulat est suffisant. Mais avant d'exécuter un OQTF, il faut que l'ambassade de son pays d'origine donne un laissez-passer, mais pour une raison inconnue, leur pays d'origine ne donne pas toujours ce laissez-passer et le déplacement ne se réalisera jamais. L'OQTF est alors libéré et laissé illégalement sur le territoire français. Du coup, l'étranger en question peut revenir faire du business ou pire encore. C'est pour ça que quand un OQTF est attrapé par la police, il est pour la plupart du temps relâché dans les 48 heures. Ce qui fait le salarié parfait pour les réseaux de drogue. Même si en réalité, le profil parfait serait un mineur, mais le profil de l'étranger est tout aussi recherché par les trafiquants. Donc ces personnes ont deux choix. Ou ils gardent leur dignité malgré une grosse difficulté financière, ou ils craquent et finissent par participer à la propagation de la drogue en France. Et étant donné que ce type d'argent sale est souvent bien rémunéré, on peut comprendre que certains n'hésitent pas à se lancer dans cette sombre activité pour nourrir sa famille ou pour sortir de la précarité. Si en plus de cela, on ajoute que certains étrangers vivent proches des quartiers urbains, la probabilité de rencontrer des dealers est assez élevée et leur rencontre est presque systématique. Cependant, il peut arriver que la France donne des aides comme un logement collectif et un peu d'argent. Les associations humanitaires s'assurent qu'ils aient à manger et tout ce qui est nécessaire pour survivre. En tout cas, ils essayent. Cela peut donner un espoir d'avoir une vie rangée et de gagner sa vie dignement. Certains étrangers sont donc plus réticents à l'idée de passer au côté obscur. Parlons maintenant des crimes et délits chez les immigrés. Je rappelle que parmi les immigrés, on compte les étrangers. La plupart des criminels et délinquants sont originaires du Maghreb et d'origine subsaharienne. Simplement parce qu'encore une fois, le nombre d'immigrés de ces pays-là sont beaucoup plus élevés que les autres. C'est donc sans surprise qu'on retrouve les mêmes profils. En 2019, on peut observer une surreprésentation des étrangers qui occupent 17,7% des crimes et délits, alors que la population étrangère ne représentait que 7,4% par rapport à la population française. En 2020, il y a aussi une surreprésentation des étrangers faisant partie de la population carcérale. 23,6% sont des étrangers par rapport aux Français. Mais pourquoi les étrangers sont surreprésentés dans les crimes et délits ? Bon nombre d'articles parlent de traitements discriminatoires liés à un contrôle aux faciès, ce qui conduit à des surinterpellations. Ce qui est vrai. Mais leur explication s'arrête à « c'est parce qu'ils sont racistes et xénophobes ». Et étant donné que tout ce qui est dit ne se base que sur des témoignages faute de statistiques inférentielles, j'ai une autre explication. Tout d'abord, il y a évidemment des policiers racistes parmi les forces de l'ordre, comme dans la population française, et comme dans tous les pays. Mais je pense qu'ils sont minoritaires. Après tout, l'immigration en France ne date pas d'hier, et elle date d'ailleurs de presque 2 siècles.
Le profil typique d'un dealer est un jeune avec sacoche, souvent habillé en survêtement. Le problème, c'est que ces profils-là ont une certaine influence sur les jeunes de quartier, et il n'est pas rare que ces derniers copient le style de ces dealers, ce qui va créer un stéréotype. Or, les policiers vont faire un amalgame entre le véritable dealer et ceux qui copient son style vestimentaire. Mais il y a aussi le comportement. Entre un groupe de jeunes du quartier qui traînent dans des cages d'escalier ou en bas d'un immeuble avec des sacoches, et des jeunes assis sur un banc sans sacoche, il est certain que les policiers vont vouloir contrôler ceux qui sont dans les cages d'escalier. Je pense alors que les contrôles se basent plus sur l'apparence plutôt qu'une question de couleur de peau ou d'ethnicité. Et je n'ai pas fini. Si on ajoute à cela que les immigrés sont surreprésentés dans les crimes et délits, mais surtout concernant de simples délits, qui sont facilement repérables, les policiers vont se résoudre à interpeller plus fréquemment les immigrés. Donc maintenant, la véritable question est, si les policiers interpellent de manière égale, toutes personnes confondues, quelle sera alors la place des immigrés dans les statistiques d'interpellation? Sont-ils destinés à rester surreprésentés? Pour le moment, nous ne pouvons pas réellement le savoir parce que les statistiques et la nature des interpellations sont limitées. De plus, la nature des contrôles de police se fait au jugé et le policier n'a pas à se justifier, ce qui donne un aspect assez flou de la situation. Entre nous, une bonne caméra en 4K sur leur torse ne ferait de mal à personne. Expliquons maintenant la situation dite précaire des immigrés. Alors l'INSEE parle des difficultés à trouver un emploi durant les premières années. Je vous passe les détails, mais cela s'explique par le fait que les titres de séjour accordés sont souvent d'une durée limitée, et c'est donc un profil peu attrayant si on se met à la place de l'employeur. L'absence d'un réseau de relations peut être un frein à l'emploi également. Et puis ensuite, l'INSEE parle de ségrégation. Et là par contre... Non mais oh! Une ségrégation en France? Ils croient que les migrants vont arriver tout pimpants, ils vont acheter une maison au bord de la mer, ils vont s'installer en plein centre-ville, alors qu'ils n'ont pas de travail parce qu'ils viennent juste d'arriver, et ils vont acheter des bouteilles d'eau à 5 € le litre, peut-être. C'est tout à fait normal de commencer en bas de l'échelle sociale quand tu arrives dans un pays étranger. Surtout quand ils disent eux-mêmes que 42% des Africains sont sans diplôme, et 50% du Moyen-Orient avec la Turquie le sont aussi. C'est quand même incroyable d'utiliser ce terme alors qu'on parle de la France. Et en passant, vous savez maintenant pourquoi il est plus probable de trouver des immigrés dans des postes comme agent d'entretien, dans le BTP, et j'en passe. Le concept d'un immigré, c'est qu'il est dans une situation financière d'urgence. Donc il va prendre le premier boulot qui lui passe sous la main. Le mec va pas quitter son pays natal pour visiter le Puy du Fou. Donc forcément, oui, les migrants vont vivre dans des HLM, effectivement. Et évidemment, si tu compares un immigré qui vient de l'Algérie avec un immigré venant d'Espagne, oui, il y a une grosse disparité, mais c'est peut-être parce que le PIB de l'Espagne est supérieur. Donc pour ceux qui se demandaient pourquoi les immigrés de type européen sont mieux reçus que les extra-européens, bah c'est normal en fait. Forcément, le niveau de vie est plus élevé, donc il y a plus de probabilités que l'éducation académique de la personne le sera aussi. Et il y a aussi le fait que l'Espagne fait partie de la zone euro, et administrativement parlant, les migrants européens bénéficient d'un accueil plus efficace. La seule véritable ségrégation qu'on peut observer en France est une ségrégation qui s'est faite naturellement. Je m'explique. Puisqu'il y a eu une grande pauvreté au sein des immigrés comparée aux Français, les immigrés sont alors reclus dans les appartements les moins coûteux pour pouvoir s'en sortir financièrement. Il est donc tout à fait logique qu'on retrouve la plupart des immigrés dans ces quartiers populaires. Et au lieu de créer de la diversité, ça crée à la place une communauté qui se retrouve séparée des Français. Or, si cette situation continue, les quartiers populaires finira par être occupés uniquement par des immigrés. Cela va créer une séparation nette entre les Français et les immigrés. On ne peut qu'imaginer les conséquences désastreuses que ça pourrait créer dans la société. Parlons aussi de ce que rapporte l'immigration. Eh ben rien, puisque l'immigration coûte autant que ce qu'elle rapporte. Ça c'est bon, on retrouve un lien commun entre la majorité des immigrés et c'est bien la communauté musulmane. Alors pourquoi je souligne ça? C'est principalement parce que la France est laïque. Or, le vivre ensemble est uniquement possible si les musulmans se plient aux différentes lois françaises concernant la religion.
Une chose qui peut être déstabilisant quand tu t'installes dans un pays étranger où la majorité de la population est athée. Bien que les migrants de France appartiennent à des pays où la religion d'État officielle est l'islam, ils n'en sont pas pour autant sous charia islamique. Malgré tout, l'islam prend beaucoup de place dans leur société, une religion étant intégrée dans les mœurs et les codes sociaux de leur société. Je ne vais pas parler longtemps de ce sujet parce que cette vidéo n'est pas une vidéo sur la religion, donc je vais aller directement au but en disant qu'il y a certaines choses qui sont contre les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen dans le Coran et dans l'islam sunnite, en rappelant bien que 90% des musulmans dans le monde sont sunnites. Dans le Coran, par exemple, tu peux frapper ta femme et tu as l'autorité complète sur celle-ci. Verset expliqué et approuvé par Ibn Kathir, l'un des savants les plus respectés dans l'islam sunnite. Dans le Coran, toujours l'infidélité est punie de 100 coups de fouet, ainsi que les fausses accusations concernant ce sujet, qui sont punies de 80 coups de fouet, soutenus par Ibn Kathir. Allah déteste clairement les mécréants, donc les athées, et tout autre croyant qui vénère autre que Allah, en disant avec une haine assez viscérale qu'ils pourriront en enfer grosso modo. Il est même fortement déconseillé de créer une amitié avec les non-croyants en tant que musulmans, sous peine d'être reniés par Allah lui-même. Il y a bien d'autres versets qui parlent des mécréants, mais je vais vous épargner ça. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, il y a plein d'autres versets encore plus choquants que ceux que j'ai énoncés, mais cette vidéo n'est pas faite pour attaquer l'islam, mais pour expliquer brièvement le contexte sociologique et culturel quand ces personnes vivaient encore dans leur pays. Mais bon, prenons du recul, car il faut savoir que la plupart des musulmans ne sont musulmans que par défaut. C'est-à-dire qu'ils sont nés pour la plupart dans une famille musulmane, leurs parents ayant probablement le même profil. De ce fait, ces personnes se contentent de faire la prière et récitent les versets du Coran sans vraiment connaître leur signification. Ce qui veut dire que la plupart des musulmans ne connaissent pas vraiment les textes de l'islam. Cependant, il y a des salafistes parmi ces musulmans, une minorité bien sûr, mais le danger que représentent ces personnes est réel. Car les musulmans de bonne foi sont facilement influençables, surtout quand on parle de leur religion. Bref, tout ça pour dire que le choc culturel que peuvent rencontrer ces immigrés peut être un frein pour le vivre ensemble au sein de la société française. Surtout si la France ne fait aucun effort concernant l'assimilation ainsi que l'accompagnement des nouveaux arrivants. En plus de ça, la durée d'acquisition de la nationalité française peut prendre moins de 5 ans et ça peut aller jusqu'à 15 ans. Merci la France. Compte tenu de tous ces détails, vous pouvez comprendre que l'accueil des migrants n'est que partiellement réalisé, voire pas du tout. Puisque les migrants viennent souvent de milieux défavorisés depuis leur pays d'origine, il y a une forte probabilité que leur éducation académique soit limitée, voire nulle. Ne comprenant pas la situation actuelle en France, la frustration grandit et finit parfois par imploser en dégradant, en zonant, en détruisant ou en participant à des activités illicites. Réponse indirecte face aux différents défis que les immigrés peuvent faire face. Bien sûr, la plupart des immigrés ne font pas ce genre de choses et restent respectueux envers leur pays d'accueil. Mais malheureusement, la délinquance reste surreprésentée au sein de leur communauté. Et cette délinquance ne fait qu'augmenter au fil des ans. Les discours anti-français se font de plus en plus entendre, la haine gronde et les extrêmes montent des deux côtés, côté immigré et côté français. Des signes alarmants qui ne prévoient rien de bon pour la société de demain. Il y a aussi le fait que la France accueille continuellement 182 000 migrants définitifs en moyenne par an depuis 2006, et ce nombre ne fait qu'augmenter. Cependant, l'assimilation d'une communauté prend du temps et de l'investissement. De plus, 182 000 migrants par an est un nombre beaucoup trop élevé pour assimiler une communauté à prédominance musulmane, car l'écart de culture est très élevé. Il faudrait un investissement colossal et une administration réactive pour pouvoir accueillir convenablement ces personnes. Mais la France nous montre tous les jours qu'elle n'a jamais été prête. Je ne vais pas m'appuyer sur la théorie du grand remplacement, parce que Renaud Camus se base seulement sur des spéculations.
Dans cette théorie, il est dit que le gouvernement et les grandes entreprises encouragent l'immigration massive pour des raisons économiques et de main-d'œuvre facile, ce qui conduira à l'effacement des natifs français au profit des immigrés. Je trouve l'idée un peu forte de café, surtout si on applique cette théorie dans la vraie vie, car ça prendrait trop de temps à remplacer une population et une culture vieille de presque 1500 ans. De plus, accueillir une migration suffisamment massive pour remplacer les natifs coûterait beaucoup trop cher au gouvernement. Maintenant que cette théorie est écartée, je vais maintenant parler des personnes qui soutiennent que la France a toujours été un pays de diversité, d'immigration, et donc que c'est tout à fait normal que la France accueille autant de gens venus du monde entier. Bon, évidemment, dire une chose pareille est complètement irréaliste. Une nation ne peut être faite avec autant de communautés différentes dans un seul et même pays. Déjà, trouvez-moi un seul pays qui s'est construit autour de l'immigration, à part les États-Unis. Et je dis bien à part les États-Unis parce que je rappelle que les USA se sont construits sur un génocide à long terme des populations autochtones. Les Américains ne sont pas des natifs, les Afro-Américains non plus, et les Hispaniques non plus, car tous viennent de l'ancien monde. Et puis quand on voit le résultat socio-démographique du pays, entre l'explosion des crimes et délits de la communauté noire, tous les actes racistes qui ont eu lieu envers eux, haine raciale, discrimination, est-ce que j'ai vraiment encore besoin d'argumenter? Parlons chiffres. C'est en 1851 que la France commence à compter le nombre de personnes étrangères, qui à l'époque comptait 381 000 étrangers, ce qui représentait 1% de la population française. Et puisque la France ne date pas d'hier, ils ne pourront plus dire que la France a toujours été une terre d'immigration, ou de vivre ensemble, ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, pour répondre à la question si l'immigration est un problème, oui, c'est un problème, mais c'est uniquement à cause du gouvernement qui n'est pas capable de les accueillir dignement dans la situation actuelle. L'immigration en soi ne l'est pas, puisque tout dépend de la gestion de celle-ci. Le gouvernement français est directement responsable de ces tensions sociales et de la division entre les différentes communautés. Certains immigrés sont reconnaissants envers la France, certes, mais il ne faut pas négliger une partie des immigrés qui sont en pleine crise identitaire entre le fait d'être déracinés et le fait de ne pas se sentir chez soi, faute d'assimilation. Le problème, c'est qu'une partie des Français et des immigrés n'ont pas suffisamment de recul sur la situation, ignorant que c'est le gouvernement qui est le premier responsable. Au lieu de cela, les natifs et les immigrés commencent à se monter les uns contre les autres. Si la France continue d'accueillir toujours plus de migrants, alors que le gouvernement n'est pas capable de régler les problèmes déjà existants concernant les immigrés vivant dans le pays, les tensions sociales se feront de plus en plus fortes. Ce qui fait que les pays riches s'enrichissent et les pays du tiers-monde restent des pays du tiers-monde, ou pire encore, s'appauvrissent. Ces programmes ont affaibli les économies locales et empêché une croissance durable et inclusive, dictée principalement par les intérêts financiers globaux. Ils négligent alors souvent les réalités sociales et économiques locales de ces pays.